et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Quelques grammes de douceur et de finesse dans un monde de mâle, c'est le gramme, le bijou au masculin. Sa cuisine est un délice, sa conversation un plaisir. Rencontre avec le chef Pierre Gagnère devant ses fourneaux. Paris si chic, si intello, si séduisant, c'est Paris 6, une nouvelle exploration et une facette brillante de la ville lumière. Vanda Nylon n'a pas peur de se mouiller, la marque de mode insolente et trendy nous fait aimer la pluie. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. C'est moi qui l'ai fait et en plus c'est bio. Il suffit d'ajouter beurre, lait, œufs ou crème aux préparations de Marlette pour obtenir de bons gâteaux, biscuits, apéritifs, crêpes financiers, cookies et le petit plus dans chaque paquet, des ingrédients originaux qui donnent une petite touche fait maison supplémentaire à ces douceurs faciles à faire. Vous reprendrez bien une petite part. Comment ça, vous n'êtes pas encore allé au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est pourtant entré dans le cercle des 50 musées les plus visités du monde après seulement 3 ans d'existence. On a beau être à Marseille, on n'exagère pas. Dehors c'est beau, dedans c'est passionnant. Anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l'art et art contemporain se croisent dans cette institution belle et vivante. Avis aux lecteurs et aux auteurs, Short Édition publie les textes vite lus mais bien écrits, adaptés à la lecture sur écran aussi petits soient-ils. Ils permettent de se livrer au plaisir d'une bonne histoire partout, à tout moment et de s'extraire 20 minutes smartphone en main de notre quotidien trépidant. Des nouvelles à dévorer rapidement et sans modération. Amis de la sieste et du confort, voici l'objet que vous attendiez tous, le Nomad. 1,3 kg de moelleux de décontraction assuré, quel que soit le terrain, dans un parc, un jardin, à la mer, à la montagne. Ce sofa transportable se gonfle en moins d'1 minute et sans effort en capturant l'air d'un geste simple. Avis aux paresseux. La gourmette étant définitivement hors jeu, le poignet de force segmentant et les breloques brésiliennes has-been, il fallait un bijou extraordinaire pour convaincre les mâles élégants d'orner leur poignet d'un bijou. L'objet qui alimente la tentation existe désormais, il s'appelle le gramme. Le gramme est une marque d'accessoires pour hommes. L'idée a germé dans l'esprit d'Adrien et Erwan l'a aidé à la concrétiser. Depuis 2012, les deux amis créent des bijoux essentiellement en argent qui ont tous la même forme. Seule la largeur et leur finition varient. On s'est rencontrés à un moment où moi j'avais une marque de joaillerie et lui avait une idée de bracelet pour homme. J'avais le désir de développer une marque pour homme parce que j'étais convaincu du marché. Et on s'est rejoints sur un esthétisme commun et un univers plutôt minimal et architectural. Ils se sont réunis autour d'un concept. Le concept de la marque, c'est de développer des produits avec une forme monoproduit qui est déclinée en fonction de son poids dans différentes tailles. Sur un positionnement et un marché plutôt masculin, mais in fine avec des produits qui sont relativement unisexes de par un esthétisme très minimal et relativement pur. Et ce nom, ça vient d'où? Chaque objet ou chaque pièce, chaque création qu'on va faire aura le nom de son poids. Si on prend 2 bracelets le gramme et qu'on les regarde comme ça, donc ils ont la même forme et sont tout à fait similaires, sauf que quand on les prend d'un autre angle, on se rend compte que la forme et la largeur sera différente et évidemment le poids sera différent. Donc là on a un 7 grammes et ici on a un 41 grammes. Nous avons quitté l'univers géométrique et épuré de leur beau bureau parisien pour nous rendre en Ardèche et voir de plus près comment ces bracelets en argent sont fabriqués. Et c'est Adrien qui nous sert de guide. Pour l'ensemble des créations Le Gramme, tout part d'un tube. Un tube en argent. Le tube est placé dans cette machine pour l'usinage. Elle va le débiter et le graver en fonction des modélisations 3D réalisées par les chefs d'atelier en suivant les indications d'Adrien. Chaque pièce en sort semblable à son apparence finale, à un détail près, la forme. Nous passons donc dans la pièce d'à côté où les bracelets vont être recuits dans un four à 690 degrés, puis refroidis. L'étape de recuissage est importante parce qu'elle va permettre d'attendrir le bracelet. Ainsi, Pascal peut travailler le métal plus facilement afin de donner aux bijoux la forme elliptique qui les caractérise par 2 étapes. Donc là, on est à l'étape de la mise en forme de chaque bracelet. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on est passé donc, tout à l'heure de la 3D à la machine. Et là, progressivement, l'homme et la main de l'homme vont intervenir. Donc ces 2 actions vont permettre de donner le côté vraiment elliptique à nos bracelets. Donc on passe de cette forme-là à cette forme ici. Reste à passer aux finitions et ce n'est pas rien, les étapes sont nombreuses. Tout d'abord, il y a le polissage ou le brossage, suivant si l'on veut un rendu brillant ou mat. Une étape où l'œil et la main de l'homme sont incontournables.
Une fois les bracelets polis, ils sont gravés au laser. Ces gravures indiquent plusieurs informations. La gravure est importante pour le gramme parce que chaque bracelet est gravé du nom de son poids, qui est le concept de la marque. Mais aussi d'un logo, de sa provenance et du numéro du lot. Vient ensuite l'incontournable poinçon et nos accessoires sont prêts. Enfin presque. Il faut d'abord enfiler une tenue de protection et pénétrer dans l'antre des chimistes en blouse blanche. L'unité de galvanoplastie, c'est là où les bracelets prennent leur bain en somme. Donc on se situe maintenant dans l'une des dernières étapes de la production des bracelets Le Gramme. On a vu que les bracelets avaient été accrochés sur des bouclards. Ils sont accrochés à une structure et plongés dans des bains successifs qui permettent divers traitements, de la protection de la matière au procédé qui donnera de l'argent noir. Et voilà, ils sont tout beaux et prêts. Ces bijoux pour hommes se vendent à l'international, mais Adrien et Erwan ont à cœur de produire en France, ici en Ardèche, mais aussi en Franche-Comté. Il y a une certaine fierté à produire en France, à entretenir un savoir-faire, parce que quelque part, on entretient le savoir-faire en commandant. Et nous, on est nourris de ce savoir-faire parce que ça nous permet de produire des pièces ou des finitions auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant d'en discuter avec eux. Et ça, c'est vraiment riche. Et au niveau humain, c'est très, très intéressant. Ces ateliers sont immenses, mais les bracelets ne requièrent que peu de ces machines. Le savoir-faire et l'expérience de l'homme restent les outils privilégiés. À notre petite échelle, on aide à l'effort peut-être un peu économique, mais à l'effort de l'entretien du savoir-faire et de fait de perdurer le savoir-faire. Et ça, c'est important. C'est important et c'est aussi un gage de qualité à la française, bien sûr. Pierre Gagnère n'a pas besoin d'accessoires pour être d'une belle élégance. Dans son allure comme dans sa cuisine, on sent l'exigence alliée à la générosité. Elle sent dans l'assiette, mais aussi dans le verre de ce très grand chef. Le rencontrer est à tout point de vue une expérience savoureuse. On ne présente plus Pierre Gagnère, le chef aux 50 ans de carrière, aux 12 restaurants et aux 13 étoiles, rien que ça. De Saint-Étienne à Paris, puis aujourd'hui de Las Vegas à Tokyo, il est devenu l'un des représentants de la gastronomie française à travers le monde. Et bien que le mot l'énerve un peu, sa cuisine, elle, en est la preuve. Il est 9h et dans ses cuisines rue Balzac à Paris, le travail a déjà bien commencé. Sous les ordres de Thierry, son chef de cuisine depuis 20 ans, tous les jours c'est le même rituel. Préparer les arrivages du matin qui serviront dans les recettes élaborées par le chef. L'ambiance est studieuse mais détendue. On sent bien qu'ici, ce qui motive l'équipe, ce n'est pas la tyrannie mais bien l'envie. C'est un petit peu court. La méthode Pierre Gagnère. Très bien, voilà, c'est bon. J'ai la chance de faire mon métier, même pas tel que je le rêvais, c'est plus que je le rêvais. C'est-à-dire qu'on a de beaux produits, j'ai des jeunes gens avec moi qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, qui sont attentifs. Vous voyez, là, bon, là, ça va. Là, aujourd'hui, on a pas mal de monde, ça va être... Vous verrez, il y a un peu de tension, mais il n'y a jamais d'agressivité. J'ai un vrai lien avec les gens. C'est pas des nébuleuses, quoi, comme ça, indistinctes. C'est vraiment des gens avec qui j'ai un vrai rapport charnel, un vrai rapport affectif. Moi, je fonctionne beaucoup à ça. C'est un peu dangereux parfois, mais moi, c'est mon moteur. Et ça fonctionne. On a vu de jolies choses passer sous notre nez. Des gens se servir beaucoup mieux d'un couteau que nous. De jolies mini-meringues. Et Pierre qui scrute, goûte et regoute. C'est bon, c'est bien. Jusqu'à l'accord parfait. Et pour le trouver, il se remet tous les jours au travail. Ben, c'est un plat qu'on fait depuis quelques jours et qui ne me va pas. Et c'est bon, mais ça peut être... c'est pas très bon. Donc il faut que ça soit très bon. Donc voilà. Donc avec Jason, on est en train de réfléchir comment améliorer ça. Voilà. C'est bon ça, hein, c'est très frais. C'est très bon ça. Très bien. C'est pas l'idée de tout démonter, les produits sont bons, c'est la construction du goût qui peut être améliorée. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un bon exercice. Bon, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive. Et là on est dedans. Voilà, tu en envoies. Allier les saveurs, c'est son métier. Et ce bonheur, il aime le faire partager avec ses équipes, mais aussi et surtout avec ses clients. Moi aujourd'hui, je peux me permettre, j'ai un certain âge, chaque client qui s'assoit, je leur salue et voilà, je vous accueille,
vous êtes chez moi, je m'engage à vous faire passer un bon moment. Voilà. C'est mon enjeu. Voilà. Mais c'est un petite œuvre, mais un repas, ça laisse beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Des souvenirs en cuisine, il en a beaucoup. Depuis 2002 et l'ouverture du Sketch à Londres, l'empire gastronomique de Pierre Gagnère a même largement dépassé nos frontières et ne cesse de grandir. Dernière reprise en date, la Grande Maison à Bordeaux, où il succède à Joël Robuchon. Des responsabilités, oui, mais avec le sourire. Si son parcours n'a pas toujours été facile, Pierre sait aujourd'hui apprécier sa chance et le fruit de son travail. C'est impératif. Le bonheur au travail, mais il faut le dire, le bonheur au travail, ça existe. C'est pas... c'est pas interdit d'être heureux au travail. Le travail m'a sauvé, moi. Voilà. Et peut sauver les gens si c'est fait de façon intelligente. Voilà. Et on a la chance, nous, bien sûr, de faire un métier où la sensibilité est très importante. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Mais attention, il faut travailler, il faut se réinventer, il faut rester sur le fil, il faut rester tendu, il faut être obsédé par ce que l'on fait. C'est à ce prix-là qu'on reste bon. Hein. Une cuisine qui allie intelligence et émotion, savoir-faire et partage pour se réinventer au fil des années et pouvoir désormais, même à l'heure du coup de feu, savoir relativiser. Oui, un peu d'humour et puis c'est un jeu. C'est pas la guerre. Il faut le faire sérieusement, mais j'ai une vie à côté quand même. J'ai une vie dans ma tête là. Une tête bien faite et pleine d'idées, Pierre Gagnère est un chef au grand cœur qui nous offre dans ses assiettes un peu de bonheur. Bonjour Pierre Gagnère, merci de nous consacrer un peu de temps dans Version française. Merci. Pierre, vous êtes un véritable artiste, tout le monde le sait. Ici, il y a 50 ans, à peu près 50 ans, vous n'aurez pas été contraint par raison familiale d'aller dans l'établissement de vos parents et de travailler en tant que cuisinier. Qu'est-ce que vous aurez choisi comme art? La peinture, l'écriture? Rien de tout ça. Mon destin était programmé. À 5 ans, j'avais une toque sur la tête. J'ai la photo qui l'atteste. Je suis d'une génération qui fonctionnait sur un mode rural. Ce mode rural, c'est l'aîné de la famille reprend la ferme, donc reprend le restaurant. Je reprends la ferme de mon père en 1977. Et très vite, je me rends compte que vraiment la vie de famille, c'est pas pour moi. Mais je suis un bon fils. J'ai été adoubé par mes parents pour m'occuper de ce projet. Je m'accroche pendant quelques années. Et puis un jour, je baisse les bras et je m'en vais. Et je m'en vais pas très loin. Parce que bien sûr, à l'époque, j'ai pas de relation, j'ai pas de contact, j'ai pas de réseau qui me permettent de rebondir ailleurs. Et j'ouvre mon entreprise presque à quelques mètres du restaurant familial, dans le centre-ville de Saint-Étienne, en 81. Et voilà. Alors, entre-temps, bien sûr, j'ai compris que la cuisine pouvait raconter des émotions. Et c'est ce qui m'a sauvé. Mais Saint-Étienne, c'était un peu comme un laboratoire. C'était un laboratoire. Un laboratoire qui était pour moi un terrain de jeu incroyable. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai eu tant de mal à quitter cette ville, c'est parce que elle m'accordait, peut-être un peu trop, beaucoup de silence, beaucoup de calme. J'étais pas embêté par la presse. Hein. Et du coup, ce temps m'a permis de véritablement construire mon discours culinaire. Et d'ailleurs, vous étiez élu il n'y a pas longtemps, meilleur chef du monde et primé au Festival Omnivore de la jeune génération. Vous faites vraiment un trait d'union entre deux générations aujourd'hui. Le trait d'union, je crois que je le fais par mon comportement. Je ne suis pas le meilleur cuisinier du monde, certainement pas. Si je le pensais, ça serait débile et c'est faux. Je pense que ce qui a fait ma gloire, c'est un peu ma faillite. Moi, je le dis souvent. Parce que j'ai la chance d'être resté moi-même, malgré cet événement qui aurait pu me détruire. Et ce que les gens ressentent, c'est que je travaille de façon très libre. J'appartiens à aucune coterie, quelle qu'elle soit, aucune obédience. Et ma liberté, je l'ai payée très cher, mais elle m'a pas tué,
elle ne m'empêche pas d'avancer. Et mon discours culinaire, il est très fluide, il est linéaire, il y a pas de compromis dans mon travail. Ma petite différence, elle se fait dans ce moment magique où vous avez une assiette devant vous qui fait entre 15 et 30 cm et vous la remplissez. Et là, il y a un moment incroyable et ça vous échappe. C'est la magie de la tête qui rencontre la main, ou de la main qui rencontre la tête. Et c'est ça qui vous fait lever le matin, cette magie-là? C'est ça votre moteur? Cette magie-là, et puis la vie, quoi. Les hommes avec qui je travaille, les hommes et les femmes, leur énergie, le plaisir d'un projet commun. Parce que je sais que si ces gens-là, à travers ce que je défends, à travers ce que j'exprime, je sais que ces gens vont bien faire leur boulot. Voilà. Et moi, ce qui me passionne, ce sont effectivement cette communauté d'esprit que j'ai bâtie, qui doit s'enrichir jour après jour, parce que je sais qu'au bout du compte, au bout de l'histoire, chaque jour, à chaque service, il y aura quelques dizaines de clients heureux. Voilà. Si vous aviez un vœu, là, tout de suite, ça serait lequel? Le vœu durer et continuer à vivre ça avec cette vie extraordinaire avec mes équipes et puis préserver les gens que j'aime, voilà, qui m'entourent. Hein. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était sympa. Merci. Si surprenant, si cultivé, si chic, si délicieux, c'est Paris 6, l'arrondissement arbitre des élégances, celui où l'on se montre mais qui cache encore quelques adresses précieusement gardées. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bonnes adresses parisiennes. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 6e, arrondissement parisien par excellence aux multiples lieux culturels, boutiques chics, cafés renommés et rues bohèmes. Nous commençons notre balade par un lieu discret qui réserve de nombreux trésors. Au cœur de l'école des mines et à 2 pas du jardin du Luxembourg, bienvenue au musée de la minéralogie. Depuis 1783, la collection se veut un inventaire de toutes les ressources naturelles. Cela donne des prototypes de minéraux colorés et sublimes, géométriques et bizarres. Une collection exceptionnelle. C'est un grand musée de minéralogie avec environ 4500 objets en exposition. Donc ça fait de nous finalement la plus grande exposition de minéraux en France. Dans cette galerie immense, des échantillons à perte de vue sont classés scientifiquement par famille chimique. En plus des météorites, roches, pierres taillées, certains des prototypes exposés sont de classe mondiale. Mais ce que vous voyez en vitrine n'est que la partie émergée de l'iceberg. On se réserve également une partie qui sera des minéraux qui vont servir à l'analyse. C'est-à-dire on a énormément de demandes par des chercheurs par exemple ou par d'autres musées qui vont nous demander tel ou tel minéral. Et l'objectif de ce musée connecté, c'est aussi d'informer. Depuis toujours, le but est de montrer l'utilisation des minéraux. Aujourd'hui encore, ils font partie de notre quotidien, de notre portable à notre maison, en passant par nos bijoux. On est vraiment la vitrine de l'industrie et de l'artisanat. À la fois instructif et d'une beauté parfois extraordinaire, le musée de la minéralogie ne laisse certainement pas de marbre. Avant de poursuivre notre balade, une halte gourmande du côté d'Odéon, ça vous dit? Buongiorno, benvenuti al Gelato del Marchese. Il Gelato del Marchese est un glacier à la déco vénitienne charmante qui se veut un bel écrin pour proposer une expérience inédite. On a voulu créer un petit salon italien dont les gens se sentent bien, qui puissent avoir le temps de déguster la glace, nos thés et toute notre pâtisserie aussi fait maison. On veut vraiment que nos clients, quand ils viennent chez nous, ils vivent une émotion. La glace est ici un produit de luxe élaboré par le maître glacier Marco Radiccioni. Tout est fait à Paris de manière artisanale et qualitative à partir de la matière première brute. Même les cornets sont faits maison. Et outre des parfums sucrés qui changent régulièrement, Il Gelato del Marchese propose des expériences gustatives assez étonnantes. Collaboration avec un parfumeur ou glace au goût inhabituel. Il Gelato del Marchese, il essaye de faire des choses un peu différentes de la norme. C'est pour ça que nous avons aussi une gamme de salés. À combiner avec des plats salés, laissez-vous tenter par la glace tomate basilic, truffe, parmesan, moutarde ou gorgonzola.
Parfum audacieux, packaging soigné, déco, univers, tout est réuni pour proposer aux clients une expérience nouvelle. Alors, avanti! Notre dernière étape est un lieu culturel emblématique du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Depuis 22 ans, les éditions Assouline se sont positionnées comme la première marque culturelle de luxe, spécialisée dans le beau livre. Une conception du livre qu'elles ont voulu faire transparaître dans leur librairie. Avant Londres, New York, Venise ou Istanbul, c'est ici, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, que la première boutique a été créée il y a 15 ans. Prosper Assouline avait envie de voir l'univers dans lequel il avait envie d'ouvrir et de contempler ses livres. Il avait envie de voir les collections ensemble. Et il a créé donc cette première librairie. C'est la patte Assouline, c'est-à-dire une certaine sophistication qu'il y a dans le livre et qui se reflète dans l'univers des intérieurs. En plus des livres, un coin cosy pour les savourer et partout des objets chinés surprenants qui participent à l'ambiance. Mais le point fort de la librairie reste l'accès à des livres d'exception touchant à divers domaines du lifestyle, jusqu'à la haute couture de ses éditions avec la collection Ultimate, format maxi et images collées à la main. À l'image de son quartier, voilà une adresse incontournable du Paris culturel et chic de la rive gauche. Vivement la pluie, c'est si parisien. Et ça l'est doublement quand pour se protéger des éléments, on enfile une des créations de Vanda Nylon. Des coupes insensées, des matières inédites dans le but de rendre les femmes chic et imperméables. Avec Vanda Nylon, on défile sous la pluie. Une prestation étonnante pour une marque qui l'est tout autant. C'est la patte de Johanna Sénic, créatrice pétillante, expressive, exubérante et capable de téléphoner à 2 personnes en même temps. Après des années en tant que directrice de casting, elle a lancé sa marque Vanda Nylon en 2012 avec pour commencer un monoproduit Rainwear qui a tout de suite fait des émules. Puis est vite venue l'envie d'aller plus loin. Au fur et à mesure, on a souhaité se diversifier parce que on avait besoin, enfin moi j'avais besoin personnellement en termes de créativité de faire plus. Une créativité mise au service de la matière notamment, car Johanna déplore qu'on n'utilise pas plus la technologie dans les vêtements. Du coup, elle s'amuse, teste et explore. La saison dernière, je me suis amusée à développer des choses comme ça qui sont, on va dire, qui sont avec des techniques très anciennes, des techniques de tissage. Et moi, à chaque fois, je vais donner un challenge. Je vais demander à la personne de mettre des Scooby-Doo à l'intérieur, de faire quelque chose qui fasse que ce soit un petit peu plus moderne, que ce soit un petit peu plus expérimental. Des expériences de matière comme par exemple avec l'Alcantara, simili d'un plus bio, plus rentable et plus malléable. À chaque fois, un point de départ pour ses collections et une manière de réinventer le vêtement. Là, j'ai trouvé par exemple un tissu avec des métalliques. Je l'ai renvoyé pour changer le tissage, pour essayer de le faire franger. Je fais des tests de bain. Enfin, il y a un petit côté enfantin, je pense, d'une certaine manière, un peu expérimental de petite chimiste dans la manière de traiter les choses. En dehors de la coupe, du travail de coupe et de forme qui est encore autre chose. Car oui, la coupe aussi est extrêmement travaillée. Le mot d'ordre, c'est le confort et le naturel avant tout, de l'aisance et une attitude relaxe, même sur les vêtements les plus sophistiqués. Une conception du vêtement qui va de pair avec une certaine vision de la femme. J'aime bien les filles qui ont un certain naturel et qui sont à l'aise dans leurs vêtements. J'aime pas qu'on voit et qu'on sente qu'on a mis 5 heures à se préparer, qu'on a mis le paquet et qu'on est mal à l'aise dans ses chaussures. Car pour Johanna, la beauté est avant tout une histoire de personnalité. Quand au départ on a commencé avec des vêtements de pluie, des femmes qui mettent du vinyle ou du plastique, c'est quand même quelque chose qui est... faut le porter, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Donc automatiquement, il y a un peu quelque chose dans l'ordre du power dressing ou quelque chose d'une femme assez assumée, assez franche, droite dans ses bottes, qui est ressorti. C'est pas le pot de fleurs qui doit plaire et tout, c'est un truc de fille. Donc j'adore les filles, je fais des vêtements pour elles, j'essaie de pas les déguiser, je veux qu'elles se sentent jolies. Et cet état d'esprit, Johanna l'emmène du côté de nombreuses collaborations. Les casquettes La Rose, les chaussures à perlaille, les lunettes Peter & Maywalk et dernièrement La Redoute, qui propose chaque année des collaborations avec de jeunes créateurs. La marque les présente ce jour-là lors du Press Day. Quand on fait une collaboration, on va avant tout chercher l'esprit du créateur, son ADN. On n'est pas là pour faire des collections qui ne ressemblent pas au créateur. L'esprit de Vanda Nylon, c'est l'esprit de la créatrice, de la folie, de l'ingéniosité, de la créativité, de la bonne humeur. Un rêve de petite fille pour Johanna qui entretient un lien très particulier avec La Redoute, le catalogue qu'elle attendait impatiemment et des collaborations qui lui permettaient de s'offrir des vêtements de créateurs qu'elle admirait. Maintenant, c'est son tour. Ça a été un petit peu
Tu sais, quand tu as un moment des étapes ou des rêves de petite fille, je me disais depuis que je suis toute petite, plus tard, moi aussi, je ferai ma collaboration et j'aurai mon nom dans la redoute. C'est aujourd'hui chose faite. L'occasion pour Vanda Nilon de revisiter ses best-sellers pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça a une importance primordiale pour moi. Je crois que c'est une histoire et de valeur et de faisabilité de pouvoir faire profiter quelqu'un des recherches ou du savoir-faire que j'ai eu, de tous les tests que j'ai faits sur ce genre de matière. Mon intention, c'était vraiment de faire quelque chose d'extrêmement simple, de peu coloré, pour que chaque femme puisse, en fonction de ses accessoires, l'adapter à son caractère. Et oui, Vanda Nilon, c'est avant tout une histoire de caractère, celui de Johanna pour sûr, et celui des femmes qu'elle habille. La version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!